Alors, revenons maintenant à Anténor Firmin, qui est l'héritier de ce siècle de débat, et notamment de ce courant libéral et plutôt francophile que je viens d'évoquer. Lorsqu'il arrive à Paris en 1883, il a 33 ans, il est né à Port-au-Prince en 1850, il appartient au Parti libéral, il s'est opposé au président Salomon, et après la défaite de son parti aux élections, il a préféré quitter l'île. Il découvre donc l'obsession des anthropologues français pour la classification et la hiérarchisation des races, leurs mesures complexes, et par exemple le craniomètre inventé par Broca, auquel Firmin doit lui-même se soumettre pour complaire aux savants qui s'étonnent de trouver un esprit si intelligent dans un corps noir. L'anthropologie physique est en effet le paradigme dominant de cette époque. Firmin est un esprit politiquement modéré, il reconnaît volontiers son admiration pour la civilisation européenne, pour la culture intellectuelle, littéraire, artistique de la France, pour ses succès scientifiques. Il croit profondément dans le progrès des Lumières. Il adhère même, tant c'est le vocabulaire scientifique de l'époque, à l'idée d'une pluralité des races humaines, mais en revanche, il mène un combat acharné pour démontrer scientifiquement l'inanité de la théorie de l'inégalité des races. Il reconnaît il pense qu'il y a des races différentes, mais simplement, ces races sont évidemment intellectuellement et culturellement égales. En cela, il répond bien sûr aux anthropologues, mais aussi à Renan, qui avait publié 2 ans auparavant des dialogues philosophiques dans lesquels il défendait, je cite, l'inégalité des races et la légitimité des droits que confère la supériorité des races. Il existait en effet une volonté collective à ce moment-là des intellectuels haïtiens de répondre aux théories racistes en vogue chez les savants républicains français en mettant en avant l'exemple haïtien comme preuve de la capacité des Africains, mais aussi en mobilisant l'histoire et notamment l'Égypte, conçue comme un cas de culture africaine. La supériorité de la civilisation européenne, disait Firmin, est admirable, mais elle est uniquement historique. Elle est le résultat d'une histoire spécifique, elle n'a rien à voir avec de prétendues qualités raciales particulières. En revanche, disait-il, je voudrais un peu développer ça, encore quelques minutes, en revanche, disait-il, la théorie de l'inégalité des races, elle a tout à voir avec la passion colonisatrice des Européens. Loin d'être fondée scientifiquement, cette théorie est en réalité un prétexte pour justifier une domination coloniale injuste au regard même des principes du droit européen. Firmin a parfaitement compris que les Européens utilisent le prestige de la science pour s'autoriser à enfreindre leurs propres règles de justice, et notamment celles de l'égalité universelle des droits et de la souveraineté des peuples. Rappelez-vous que son livre paraît en 1885, l'année même où se tient le Congrès de Berlin et où Jules Ferry, à l'Assemblée, nous en avions parlé, évoque le droit et le devoir des races supérieures à civiliser les races inférieures. Firmin l'a compris, il l'a anticipé, et il écrit, je le cite, que la théorie de l'inégalité des races est le résultat du plus affreux égoïsme, usurpant le nom de la civilisation, adultérant les plus belles notions de la science pour en faire les soutiens des convoitises matérielles les moins respectables du monde. Les peuples européens, heureux d'être parvenus les premiers à un degré de développement qui leur garantit actuellement une supériorité incontestable, ne voient en dehors de l'Europe que des pays et des hommes à exploiter. Trouvant trop étroit le terrain où ils sont nés et doivent vivre, ils recherchent avec une insatiable ardeur des territoires plus vastes. Partout, chaque jour, se manifeste davantage en Europe cette soif de coloniser qui est devenue insensiblement la passion dominante de la politique. Firmin retrouve ainsi ce qui est au cœur de la pensée haïtienne depuis 1804, la colonisation et le racisme sont fondamentalement liés, le second étant le prétexte de la première. Mais il le fait sur un mode qui n'est plus celui de la dénonciation, qui n'est plus celui de l'appel à la vengeance, mais de l'argumentation rationnelle et scientifique. Et ce faisant, il retourne contre l'Europe ses propres armes, celles de la science, celles des droits de l'homme, et il s'approprie très ouvertement l'héritage des Lumières.
la révolution haïtienne et l'égalité des races s'inscrivent parfaitement, à ses yeux, dans la continuité de la philosophie du XVIIIe siècle et de l'œuvre accomplie par la Révolution française. Je cite à nouveau, un peu longuement, « En effet, de cette philosophie du XVIIIe siècle était sortie 1789. La Révolution française, fulguration volcanique qui éclaira le monde entier, allait au bruit du canon et de la Marseillaise, abaissant devant elle toutes les vieilles barrières qui séparaient les nations. En 1790, à la fête de la Fédération, un illuminé, Anacharsis Clootz, avait proclamé la République universelle et la fraternité des races. Plus tard, un nègre fut porté en triomphe devant la Convention, aux applaudissements de la foule électrisée par l'écho prolongé de la voix de Robespierre. Périssent les colonies plutôt qu'un principe, s'était écrié le tribun farouche mais affamé de justice. Oui, ce fut une heure de gloire, ce fut une heure d'or dans les pages déjà si belles de l'histoire de France. On peut bien le dire, jamais l'humanité ne se montra ni plus grande, ni plus noble que dans cet enthousiasme de tout un peuple, épris de la vérité et acclamant le droit. Alors vous voyez, Anténor Firmin, défenseur acharné de l'égalité des races, dénonciateur de la colonisation et le faisant au nom des Lumières et de la Révolution. Firmin avait une formation humaniste classique, il était attaché à la culture française, un humanisme universaliste, et en même temps à la spécificité de l'expérience historique qui était celle d'Haïti. Comme l'a montré Pauline Vermeuren, cet universalisme paradoxal était à la fois héritier de la culture française et centré sur la Caraïbe, comme celui d'autres intellectuels antillais de cette époque, toujours prompt à défendre Haïti contre ses ennemis, à prôner l'égalité des races et à définir, enfin, et là, parce que je pensais à janvier, comme je vois que j'approche de la fin, je coupe des petits bouts, donc j'espère que ça reste cohérent, mais voilà, je voulais citer un ami qui s'appelait Janvier, qui était un ami d'Anténor Firmin. Donc, on peut considérer que Firmin, par sa capacité à formuler une critique de l'anthropologie raciale, depuis une double position, celle d'intellectuel haïtien et celle d'héritier de la culture européenne, publiant à Paris, eh bien, grâce à cette double position, il incarne, en tout cas à mes yeux, avec un siècle d'avance, cet universalisme latéral défendu par Maurice Merleau-Ponty, repris aujourd'hui par Souleymane Bachir Diane, et j'y reviendrai la semaine prochaine. Encore un mot. Le livre d'Anténor Firmin n'a eu presque aucun écho à son époque, à l'exception d'une recension modérée dans la revue philosophique de la France et de l'étranger. Le contexte intellectuel et politique, il faut bien le reconnaître, n'était pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Le recul de l'universalisme au profit des théories raciales était général, et d'ailleurs, je vous le rappelle, ne touchait pas que les Noirs. L'année suivante, en 1886, juste un an après, la France juive, le pamphlet antisémite de Drummond allait connaître un succès éditorial considérable. À la Société d'anthropologie, dont Firmin est resté membre, il semble que ses premières interventions publiques, orales, datent de 1892, comme s'il lui avait fallu 8 ans pour commencer à être écouté, sans pour autant qu'il ait été vraiment entendu. Et son livre ne sera republié que dans les années 2000, à la différence du livre de Gobineau sur l'inégalité des races, qui a souvent été réédité, qui est même entré dans la Pléiade en 1983. Même si l'anthropologie a fini évidemment par rejeter le paradigme racial, elle l'a fait très tardivement, et elle l'a fait sans savoir intégrer l'œuvre de Firmin, qui est restée totalement à la marge des savoirs légitimes européens, alors même que son livre avait été publié à Paris et en français. Comme l'écrit Caroline Fluer-Lauban, Anténor Firmin est le fondateur oublié de l'anthropologie, dont la contribution à l'anthropologie française aurait pu être fructueuse, mais a été ignorée. En revanche, en Haïti, l'œuvre de Firmin s'est intégrée à cet universalisme caribéen dont j'ai parlé aujourd'hui. Le grand anthropologue haïtien, Jean Prismars, lui a rendu hommage, et il y a 3 ans, un livre collectif a analysé l'ensemble de son œuvre. Mais c'est sur un autre hommage que je voudrais terminer.
Dans le très beau roman de Louis-Philippe d'Alembert, Avant que les ombres s'effacent, un jeune juif polonais de Łódź, Ruben Schwarzberg, apprend le français à Berlin sur un exemplaire du livre d'Anténor Firmin que son oncle avait ramené de Paris un peu par hasard lors d'un voyage d'affaires. Il l'avait trouvé chez un bouquiniste. Le livre décide de son nom, mais aussi à bien des égards de son destin, puisque, confronté dans les années 30 à la montée du nazisme, il se réfugie à Paris, puisqu'il a appris le français, et bien plus tard en Haïti, où il est accueilli et obtient la nationalité grâce à la politique, méconnue mais bien réelle, d'accueil des réfugiés juifs menée par le gouvernement haïtien en 1939, enfin à partir de 1939. La critique radicale mais raisonnée des théories raciales par Firmin, son universalisme authentique, acquiert ainsi une double résonance. Le rejet du racisme envers les Noirs trouve son pendant, son écho, sa prolongation dans la dénonciation de l'antisémitisme nazi. Et une citation de Firmin figure bien évidemment en exergue du livre de Louis-Philippe d'Alembert, la conception d'une classification hiérarchique des races humaines, qui est une des créations doctrinales des temps modernes, sera sans doute un jour la plus grande preuve de l'imperfection de l'esprit humain. À la semaine prochaine.